Bonjour, je m'appelle Gilles Mathieu et je vis dans un hameau en lisière de forêt, dans la montagne qui sépare la vallée de la Loire de celle de l'Allier. Une vie simple, proche de la nature, avec ses bonheurs de chaque saison. Vivre en lisière de forêt, c'est la possibilité quotidienne d'une expérience sensible du vivant, végétal et animal, et l'accès facile à un temple de méditation, en lien avec les forces de renouvellement de la vie. J'aime marcher dans les bois, en silence et en présence, sans attente, fondu dans le sauvage. Et parfois, la grâce de la rencontre avec un animal, mésange bleu, hérisson, zygène de la filipendule, blaireau, salamandre, lièvre, lucane cerf-volant, biche et faon, martin pêcheur, pipistrelle, éper facié, marcassin, troglodyte mignon, écureuil, aurore femelle, couleuvre à collier, hermine, mésange charbonnière, menthe religieuse, lapin de Garenne, lézard vert, renard, flambé, chevrette et faon, pique noir, sanglier, citelle torche-peau, cétoine, triton palmé, huppe facié, lièvre, chouette de Tengmalm, demoiselle, martre des pins, aurore mâle, cerf, vipère aspi. Pour Sylvain Tesson, l'apparition d'une bête représente la plus belle récompense que la vie puisse offrir à l'amour de la vie.
Jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai vécu en citadin. Le déclic intellectuel de la crise écologique systémique, je l'avais eu quelques années auparavant en lisant en 1995 dans le journal Le Monde un article consacré au second rapport que venait de publier le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. À l'époque, j'étais affecté par l'inexorable remontée, d'hiver en hiver en montagne, de l'altitude moyenne des seuils pluie-neige. En somme, le champ de neige en tant qu'espèce en voie de disparition. À ce stade, c'était juste resté une idée très inconfortable, et comme la plupart d'entre nous, je m'étais subconsciemment arrangé pour la laisser croupir aux oubliettes. La réalité s'est rappelée à moi au printemps 2000, en découvrant dans les monts du Forêt ce que la tempête historique de décembre 99 avait fait à des forêts de haute futaie que j'aimais beaucoup arpenter. C'était à perte de vue un mikado apocalyptique d'arbres décimés et déracinés. Je me souviens m'être dit, face à cette désolation, le voilà le véritable bog de l'an 2000. Jacques Brosse écrivait en 2002 « Aussitôt après l'ouragan de décembre 1999, j'ai été très surpris de l'attitude des sinistrés devant tous ces arbres abattus. C'était comme si soudain s'était révélé en eux un sentiment qu'ils ne soupçonnaient même plus, ou plutôt une image, un archétype, celui de l'arbre tutélaire, de l'arbre protecteur. Devant ces arbres déracinés, ils semblaient voir spontanément des ancêtres et dans leur mort comme une brutale rupture avec le passé, avec une tradition à laquelle ils étaient plus attachés qu'ils ne le croyaient. Nous avons tous ressenti une véritable douleur, comme la perte d'êtres chers. Et dans la même revue, Annick de Souzenel. La tempête qui a dévasté nos forêts en déracinant les arbres, ne signifie-t-elle pas le déracinement des hommes ? Tous les journaux parlent de la nécessaire replantation des arbres, mais aucun de celle des hommes. La piqûre de rappel, c'est la canicule de l'été 2003 qui me l'a administrée. Je l'ai vécue à Saint-Étienne, confiné dans un appartement non isolé qui ne rafraîchissait pas la nuit. À l'époque, je m'enforestais le plus souvent dans le massif du Pilat, sur les contreforts duquel la ville est adossée au sud. Cet été-là, tout au fond de vallées profondes, jamais atteintes par le soleil, pour la première fois depuis des années que je courais ces bois, les ruisseaux avaient cessé de couler. Et les mousses gorgées d'eau, qui d'ordinaire recouvraient en toute saison les rochers, s'en détachaient par lambeaux, totalement desséchés. Je ressens encore l'angoisse très oppressante qui m'a saisi en constatant de visu que sans l'eau, c'est la vie sous toutes ses formes qui se retire. Le philosophe australien Glenn Albrecht avait proposé cette même année, dans les milieux académiques, le concept de solastalgie. Si la nostalgie est à l'origine le mal du pays que l'on ressent après avoir quitté le pays, la solastalgie est en quelque sorte
le mal du pays que l'on ressent lorsque c'est le pays qui nous quitte. Sans le savoir, j'étais donc solastalgique. Glenn Albrecht écrit : je définis la solastalgie comme la douleur ou la détresse causée par une absence continue de consolation et par le sentiment de désolation provoqué par l'état actuel de son environnement proche et de son territoire. Il s'agit de l'expérience existentielle et vécue d'un changement environnemental négatif ressenti comme une agression contre notre sentiment d'appartenance à un lieu. Cette fois-ci, le choc émotionnel m'a décidé à passer à l'action, c'est-à-dire adopter un mode de vie en accord avec la prise de conscience du basculement irrémédiable qui se produisait à bas bruit. Au printemps 2004, j'ai donc choisi la simplicité volontaire et suis parti m'installer à la campagne, loin de la folie automobile, pour y vivre dans la frugalité, avec une empreinte environnementale la plus faible possible, à rebours de ce système productiviste et consumériste si destructeur. Dans le droit fil d'Épicure, limiter ses besoins à l'essentiel est source de contentement. Quel beau mot que celui de contentement, où se croisent être contenté et se contenter de l'essentiel. Rester en lien avec les cycles de la vie, en contact avec la sauvageté et tous les phénomènes naturels. Respirer un air vif, boire l'eau à la source, goûter une authentique obscurité, contempler la voûte céleste et dormir dans le silence. J'ai appris patiemment, par de nombreux essais et beaucoup d'erreurs, au fil des ans, à cultiver un potager. Je continue d'apprendre et continuerai jusqu'au bout. Je réalise rétrospectivement combien cette citation de Cicéron, découverte à l'adolescence chez Michel Tournier, aura profondément marqué mon chemin de vie. Si tu possèdes une bibliothèque et un jardin, tu as tout ce qu'il te faut. J'ai également appris à identifier certaines plantes sauvages, découvert leurs usages et leurs vertus médicinales, et je me suis mis à cueillir dans la montagne. J'ai enfin appris les techniques de conservation des récoltes, faire sécher, faire macérer, transformer en confiture. Ou en produits lacto-fermentés. Au fil des ans, j'ai étudié et pratiqué la permaculture, cet art d'agencer et d'entretenir un écosystème productif. Je cultive la résilience, bien meilleure dans cette vie néo-rurale qu'elle ne l'était dans mon ancienne vie citadine, où je dépendais du bon fonctionnement d'infrastructures complexes pour tous mes besoins élémentaires, eau,
alimentation, chauffage, énergie. Année après année, je me rapproche lentement mais sûrement d'une relative autosuffisance. Dans le même temps, je vois se constituer autour de moi un refuge de biodiversité. Et je connais la satisfaction de faire ma part de colibri. Paix à l'âme de Pierre Rabhi. Sur mon terrain, je m'efforce de mettre en œuvre de mieux en mieux les principes établis par les deux compères fondateurs de la permaculture. Bill Mollison a posé 12 principes. Travailler avec la nature plutôt que contre elle. La diversité est la base de la résilience. Tout jardine. Chaque action aura une incidence sur l'environnement. Faire le changement le moindre pour le plus grand effet. Penser l'emplacement des éléments. Prendre soin des zones de bordure. Prévoir l'efficacité énergétique, faire circuler, recycler. Chaque élément du système remplit plusieurs fonctions. Chaque fonction est assurée par plusieurs éléments. Le problème est la solution. Les seules limites sont celles de notre imagination. Prendre la responsabilité de sa propre vie, maintenant. Son élève, complice et ami, David Holmgren, a lui posé 12 autres principes. Observer et interagir. Capter et stocker l'énergie. Obtenir une production. Appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Utiliser et valoriser ressources et services renouvelables. Ne produire aucun déchet. Concevoir des motifs au détail. Intégrer au lieu de ségréguer. Utiliser des solutions lentes et à petite échelle. Se servir de la diversité et la valoriser. Utiliser les bordures et valoriser la marge. Face au changement, être inventif. La permaculture est encore trop souvent considérée à tort simplement comme une approche renouvelée des cultures potagères. Or, sa vision est beaucoup plus vaste. Au-delà des pratiques culturales, elle est aussi culturelle. Comme la méditation, la permaculture est un véritable art de vivre. La démarche permacole s'inscrit notamment dans une éthique reposant sur 3 piliers. Prendre soin de la terre, reconstituer le capital naturel, prendre soin de l'humain, de soi-même, de ses proches, de ses voisins, partage équitable, limiter la consommation et la reproduction, cultiver l'abondance et partager le surplus. Et les 3, bien sûr, se composent. Inter-être, bien qu'ils ne soient pas ainsi formalisés. Ces principes sont à l'œuvre depuis la nuit des temps dans toutes les communautés de peuples racines.
La graine de la méditation fut plantée en moi en 1983 par une séance d'essai avec des copains au dojo zen de notre ville. Ensuite, durant des années, je me suis contenté d'étudier de loin en loin. J'ai d'abord pratiqué pendant plusieurs années cette forme de méditation en mouvement qu'est le Tai Chi Chuan, ainsi que le Qigong. À l'été 1997, une cascade d'épreuves et de drames familiaux fit qu'à l'automne je me retrouvais dans un très profond désarroi. Ma vie ne tenait plus que par le fil de la séance hebdomadaire de psychanalyse. Mais cela n'empêchait pas que parfois, entre deux séances, l'oppression était trop forte. Je m'échappais alors de la ville en voiture, direction le massif du Pilat. Un quart d'heure par de petites routes de montagne et j'étais au cœur des bois. Un autre quart d'heure de marche en sous-bois et je débouchais sur une prairie clairière à plus de 1000 mètres d'altitude. Là, je m'asseyais dans la pente, confiant tout à la terre, et simplement, je respirais, les yeux grands ouverts, la peau du visage rafraîchie par l'air très vif qui, à cet endroit, arrive toujours des plateaux de Haute-Loire. Sans que j'en ai pris conscience sur le moment, dans mon expérience, méditation et sauvageté se liaient durablement. Je prenais simultanément appui dans la pratique de la méditation et dans les forces du vivant. Ce qui caractérise la vie sauvage, c'est le jaillissement spontané. Or, au spectacle de ce jaillissement, on se trouve sur le champ soulagé de soi, ce qui est l'essence même de l'état méditatif. Écoutons Baptiste Morisot dans Manière d'être vivant. Il y a dans le cortège les pipites, les bergeronnettes, les accenteurs mouchets, les gypaètes géants et les microscopiques serins, les roitelets, les venturons, les ticodromes et les milans royaux. Comme des tribus gauloises, pavoisant dans leurs couleurs, chacun avec ses mœurs, son langage, sa fierté sans égaux, sans miroir, chacun avec ses exigences, et chacune de ces formes de vie a sa perspective unique sur ce monde partagé, qui maîtrise l'art de lire des signes ignorés de tous les autres. Des peuples bataillant contre les éléments, se tissant au flux d'énergie, jubilant du soleil, glissant sur la force du vent. J'ai continué cette pratique sauvage, dans tous les sens du terme, plusieurs fois par semaine. Durant 6 années,
jusqu'à adopter une pratique quotidienne en 2003. Cet été-là, j'ai reçu des instructions et les premiers enseignements bouddhiques en participant à une retraite de silence de 10 jours. Dans un centre Vipassana, l'école qu'avait fondée le birman d'origine indienne, Satya Narayan Goenka. D'emblée touché à cœur par les joyaux du Bouddha, l'exemple, et du Dharma, l'enseignement. J'ai mis en place en quelques mois la saine habitude d'une heure d'assise quasi quotidienne le matin. Passionné, j'ai également intensifié l'étude pour chercher des réponses aux questions que la pratique suscitait. L'étude nourrissant en retour la pratique. Dans les années suivantes, j'ai refait 2 autres retraites de ce type. Plus tard, pendant quelques années, j'ai participé dans la ville proche de chez moi aux sessions de pratique d'un groupe dans la lignée du village des Pruniers, le centre fondé par le moine d'origine vietnamienne Thich Nhat Hanh. C'est alors que j'ai véritablement ressenti le caractère de joyau du Sangha, la communauté des pratiquants. Si dans ces groupes la méditation tient une place de moindre importance que dans l'approche vipassana, j'y ai découvert des pratiques de Shila, la belle conduite, et Maitri, la bienveillance aimante, sophistiquées et très profondes. À partir de 2006, j'avais été fortement impressionné par les passages de Fabrice Midal au micro de Michel Cazenave dans Les Vivants et les Dieux sur France Culture. Cet homme s'avérait non seulement un érudit, comme tous les invités de cette émission formidable, mais il était surtout incroyablement habité par son expérience de la méditation. Je surveillais donc naturellement de près ses publications. En 2011, le séminaire d'été de l'école de méditation fondée par Fabrice Midal se tenant dans ma région, j'y ai participé avec grand bonheur, constatant sur place que le sous-titre de l'association, Poésie, philosophie, présence, y est réellement incarné. J'ai été profondément touché par cette transmission laïque du Dharma, à la fois dans le pur respect de la tradition tibétaine, dans la lignée de Chogyam Trungpa, et en même temps nourri des richesses de notre culture occidentale. Dans ses enseignements, Fabrice Midal convoque aussi bien Jeanne Guyon que Franz Kafka, Emily Dickinson, Paul Cézanne, Simone Weil, Rainer Maria Rilke, Martin Heidegger ou Henri Michaud. Ayant goûté les bienfaits de la méditation intensive dans les retraites vipassana, j'effectue à l'occasion des retraites solitaires, parfois en haute montagne. Et toujours, la grâce des apparitions. L'aigle royal qui explore le vallon. La silhouette du bouquetin qui se détache soudain en ligne de crête. Ou la curieuse et vive Hermine, intriguée par ma présence en ces lieux solitaires.
Plus ordinairement, je médite au grand air en toute saison, dans les forêts du massif au-dessus de chez moi. Et depuis 2015, j'anime un petit groupe qui se réunit, quand le temps le permet, pour marcher en pleine présence par les sentiers et méditer assis au cœur de la forêt, où l'on a parfois l'immense joie de croiser du regard un renard en paix. Dans les communautés instituées par Thich Nhat Hanh, on appelle ceci la cloche de rappel. Elle peut retentir à n'importe quel moment de la journée dans le centre. Si l'on était au travail, on pose son outil. Si l'on était en conversation, on fait silence. Et dans la mesure du possible, on lâche toute pensée pour revenir à la pure présence du souffle, le temps de 3 cycles inspire-expire. Toutes les vidéos de la chaîne sont ponctuées d'intermèdes affichant l'une de mes photographies de ciel, accompagnées d'un son de bol tibétain. Pour que regarder une vidéo soit déjà un entraînement au retour à la présence, je vous propose, à chacun de ces intermèdes, de jouer le jeu de la cloche de rappel. Juste uni avec le souffle. Juste souffle. Le lieu où écologie et méditation se rencontrent, c'est la forêt. D'ailleurs, à notre époque, on observe un engouement pour les arbres et les forêts, comme pour la méditation. Comme si, dans leur fort intérieur, les gens sentaient de plus en plus ce qui leur fait défaut, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ici, une forêt typique d'Asie du Sud-Est. Dans les années 70, c'est dans ce genre de forêt que méditait un jeune Américain diplômé en psychologie, Jack Kornfield. Comme les moines de la communauté de son maître Ajahn Chah, et comme le Bouddha 2500 ans auparavant. Au sommet de la Terre, en 2002, Nicolas Hulot, alors plume de Jacques Chirac, faisait commencer l'intervention du président par la formule choc « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Johannes Brouf, pour reprendre le mot de François Terrasson. Car après 2 nouvelles décennies de déni, de renoncements et d'atermoiements, la métaphore est devenue réalité. Le pauvre François Terrasson doit se retourner dans sa tombe. Depuis quelques années, les feux ravagent la forêt d'Amazonie. Plus proche de nous, la Turquie, la Grèce ou le Portugal. En Californie, l'intensité et la durée sont telles que depuis 2013 on parle de méga-feu. Plus récemment est apparu le terme de feu zombie pour désigner en Sibérie ces feux qui passent l'hiver, pourtant longs et rigoureux, en se consumant sous terre et qui reprennent de plus belle au printemps. En Australie, les scientifiques estiment que les méga-feux de l'été 2019-2020 ont causé la mort d'environ 3 milliards d'animaux.
pouvons-nous décemment continuer à mener dans l'indifférence, comme si de rien n'était, nos petites vies égoïstes, en passant aux oubliettes le fait que 3 milliards d'êtres sensibles ont péri dans les flammes par l'hubris des humains. Joël Zask fait ce constat. Le méga-feu agit comme une sonnette d'alarme et rend absurde la structure dichotomique qui sous-tend notre relation à la nature, au sujet de laquelle nous nourrissons finalement deux idéaux. Celui d'une nature si dominée qu'elles doivent docilement obéir à nos besoins et à nos prévisions, ou celui d'une nature vierge destinée à être respectée et contemplée à distance. Joël Zask fait aussi cette citation de Bachelard. Par le feu, tout change. Quand on veut que tout change, on appelle le feu. Le geste initial du Bouddha après l'éveil, toucher la terre, la prendre à témoin, résonne de manière particulière dans l'esprit de l'écologiste et méditant que je suis. N'évoque-t-il pas l'urgence pour chacun de nous, pour parler comme Bruno Latour, à redevenir des terrestres? Collectivement, nous nous obstinons à rêver les yeux grands ouverts. Réveillons-nous et atterrissons. Bruno Latour écrit « Comme si l'expression « monde moderne » était devenue un oxymore. Ou bien il est moderne, mais il n'a pas de monde sous ses pieds, ou bien c'est un vrai monde, mais il ne sera pas modernisable. » Fin d'un certain arc historique. Je suis toujours profondément ému quand la chance m'est donnée de regarder un instant un animal sauvage les yeux dans les yeux. Peut-être parce que lui, contrairement à nous, n'a pas cette faculté de se dissimuler derrière un sourire de composition et une formule de politesse. Il est juste pleinement là, dans la rencontre. Faites s'il vous plaît l'expérience de pensée suivante. Soutenez les regards de ces êtres vivants et sensibles, nos sœurs et nos frères sur cette terre, comme s'ils avaient conscience du fait qu'il dépend de ce que nous, humains, modifions tous radicalement nos modes de vie mortifères pour que, non humains, ne finissent pas un jour par tous périr dans un brasier.
Maintenant, de grâce, agissez. Faites tout ce qui est en votre pouvoir, là où vous êtes, à partir de ce que vous dit votre cœur. Puissions-nous être toujours plus nombreux, significativement nombreux, à œuvrer dans le sens d'une terre qui reste habitable pour tous les êtres